Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, notre invité est Didier Lechien, maire de Dinan, vice-président de Dinan Agglomération, en charge du tourisme et du patrimoine. Il est venu jusqu'à nous ce matin depuis Dinan pour être au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, Didier Lechien, on va parler politique ce matin et forcément, on va commencer par ce soutien affirmé. J'allais presque dire, vous avez rejoint un nouveau parti politique, celui du maire du Havre, un certain Édouard Philippe, qui fut aussi en son temps Premier ministre d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a motivé, Didier Lechien, pour rejoindre Édouard Philippe? Les partis politiques, vous savez, c'est très populaire aujourd'hui. Non, allez, trêve de plaisanterie. Édouard Philippe est un homme qui a une vraie hauteur de vue. Il l'a montré lors de son passage à Matignon comme Premier ministre. Il l'a montré par les engagements qui sont les siens. C'est quelqu'un qui a la passion de la France. Et les valeurs, les idées qu'il défend sont proches de celles qui ont, je dirais, justifié, conduit mon engagement politique. Voilà, je fais de la politique maintenant depuis de longues années et c'est vraiment toutes ces valeurs à la fois républicaines, ces valeurs d'engagement, ces valeurs humanistes que je retrouve aujourd'hui dans Édouard Philippe. Vraiment, Édouard Philippe, c'est un homme d'État, c'est ce que l'on sent et qui suscite aujourd'hui l'adhésion. Alors, les sondages, on peut leur faire dire un peu parfois ce que l'on veut, mais les sondages le montrent. Et moi, ce qui me frappe, depuis que j'ai annoncé dans la presse que la démarche d'Édouard Philippe m'intéressait, que je m'y associerais, que je le rejoindrais, c'est le nombre de Dinanaises, de Dinanais, mais au-delà de la ville de Dinan, qui me disent: Monsieur le maire, vous avez raison, il faut y aller, on est avec vous. Édouard Philippe, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant qui incarne quelque chose. Et je crois que cette idée d'incarnation, c'est vraiment essentiel aujourd'hui en politique. Alors on voit justement aujourd'hui les partis politiques à droite comme à gauche, hein, pour prendre les deux grandes formations politiques traditionnelles françaises qui se cherchent un peu. Là aujourd'hui, le Parti socialiste va voter pour désigner son candidat ou sa candidate. À droite, bien, c'est pas encore simple. On avait dit des primaires, puis finalement pas de primaires, plusieurs candidats, une candidate également. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin justement de cette incarnation, de ce chef? Alors je sais que c'est un peu galvaudé, on ramène à des années un peu gaulliennes, mais est-ce qu'on a besoin justement de ce chef qui donne une direction, qui donne une impulsion? Alors, je crois que depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le paysage politique est en transformation et cette transformation n'est pas terminée. La poutre continue à travailler. Et il va encore, je crois qu'on va avoir cette transformation qui va se poursuivre pendant de longues années. Et on le voit dans l'éclatement des formations politiques qui sont nombreuses, multiples, la difficulté parfois d'ailleurs à se retrouver dans une formation politique. On voit aussi que le clivage gauche-droite ne correspond plus à grand-chose, qu'il y a des lignes de fracture à l'intérieur même des formations politiques, donc un paysage politique qui est en voie de transformation et de transformation en profondeur. Faut-il une formation politique supplémentaire? Je crois que dans une démocratie vivante ne peut se passer de partis politiques. Le général de Gaulle, lorsqu'il crée la Ve République, lorsqu'il rédige la Constitution de la Ve République avec Michel Debré, tout le monde sait que le général de Gaulle n'avait pas un amour immodéré pour les partis politiques. Pour avoir à ses déclarations en 1945-46. Mais néanmoins, il écrit dans la Constitution que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc, une démocratie ne peut pas vivre, ne peut exister sans formation politique. Et on a besoin de ces formations politiques pour nourrir le débat. Ce que l'on peut reprocher aux formations politiques en France, c'est justement qu'elles ont abandonné le débat pour davantage chercher à occuper des postes de gouvernement ou dans des postes dans des exécutifs locaux. Et il faut retrouver ce sens du débat, ce sens de l'échange, pour vraiment faire en sorte que notre démocratie française soit une démocratie vivante. Alors vous disiez, Didier Lechien, que Emmanuel Macron, effectivement, a bousculé un petit peu ce monde politique. Il ronronnait, on pourrait peut-être le dire comme ça, je vais me faire tirer les oreilles, mais en tout cas, a bousculé. Et finalement, un jeune président qui arrive, qui bouscule les choses, c'est quelque chose de son temps, c'est quelque chose aussi de notre époque. On ne peut plus faire de la politique comme il y a 25-30 ans peut-être.
L'élection d'Emmanuel Macron a été révélatrice, je dirais, de cette crise des formations politiques, de la politique en général. C'est-à-dire que les Français se sont dit, les partis politiques traditionnels, ils ont échoué, les hommes politiques tels qu'on les connaît, leur fonctionnement, ça correspond plus vraiment à ce que l'on veut, donc on ose, on élit un jeune président de la République qui, quelques mois auparavant, n'avait pas véritablement d'engagement. Il avait été ministre de l'économie et des finances, secrétaire général adjoint de l'Élysée, et on ose finalement cette élection. Donc, et l'élection d'Emmanuel Macron, bien évidemment, va bouleverser tous ces clivages. Et puis, ouvre aussi de nouveaux horizons et une autre façon de faire de la politique. Puis, il y a un élément aussi qui a bousculé le fonctionnement des partis politiques et qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment pris en compte. C'est la fin du cumul des mandats. Et on se retrouve aujourd'hui, quelque part, avec deux types de personnel politique. Les parlementaires, le personnel politique national et les élus locaux. Et les uns et les autres ne se parlent pas nécessairement. Alors que jusqu'en 2015, je crois que c'est en 2015 que la loi est intervenue, les élus locaux pouvaient être parlementaires. Les parlementaires pouvaient être maires, présidents d'un département, adjoints au maire. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a aujourd'hui des personnels politiques dans deux couloirs différents qui ne se parlent plus nécessairement et les élus locaux qui ne participent plus au débat politique national et les élus nationaux qui parfois peuvent perdre le sens des réalités locales. Or, c'est sur le terrain vraiment que l'on perçoit, que l'on mesure les difficultés de nos concitoyens, les difficultés des gens qui habitent dans nos territoires. Donc, il faut réfléchir aussi à ce lien. Je ne suis pas du tout favorable au retour au cumul des mandats. J'ai vu qu'il y avait au Sénat aujourd'hui une proposition de loi qui avait été adoptée par la majorité sénatoriale visant à revenir sur cette interdiction du cumul des mandats. Je crois que le temps est passé, le temps du cumul des mandats, c'est fini. Donc il ne faut pas revenir là-dessus. Mais il faut néanmoins que l'on réfléchisse à rétablir ce lien entre élus locaux et élus nationaux. Voilà, qu'il y ait finalement quelque part aussi une courroie de transmission qui puisse permettre de renouer, alors je vais peut-être pas parler de dialogue, mais en tout cas de renouer cette perception du terrain. Oui, c'est cette perception des terrains, c'est-à-dire que les élus locaux ont quelque chose à dire dans le débat politique national et les élus nationaux ont besoin de se nourrir des réalités du terrain. Je vais prendre un exemple qui est dans la vie d'aujourd'hui, dans le quotidien. Le renchérissement des prix du carburant. Voilà, c'est vraiment, on est au cœur de l'actualité, le renchérissement des prix du carburant. Lorsqu'on est maire d'une ville comme Dinan, lorsqu'on est maire d'une commune rurale, lorsqu'on vit dans un département rural comme le sont les Côtes-d'Armor, on sait combien c'est difficile pour nos concitoyens que cette hausse du prix des carburants. On a besoin de sa voiture pour aller travailler, on a besoin de sa voiture pour emmener ses enfants à l'école, on a besoin de sa voiture pour aller voir le médecin, pour aller voir le spécialiste. Donc, l'augmentation des prix de l'essence, l'augmentation des prix de l'essence, du gasoil, tout de suite, on en paye les conséquences. Donc, ça, les élus locaux, nous, on le sait, voilà, parce que tous les jours, on nous le dit. Tous les jours, on nous interpelle sur cette augmentation des prix de l'essence. Et donc, il va bien évidemment, il va falloir y apporter des réponses pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et c'est un exemple, justement, où les élus locaux ont quelque chose à dire aux élus nationaux. Alors dire, voilà, il faut prenez conscience aussi de cette réalité de terrain. Je ne dis pas que les élus nationaux sont complètement déconnectés. Voilà, j'ai trop de respect pour les parlementaires, pour les députés et les sénateurs. Mais il y a nécessité de cette relation forte entre les uns et les autres. Et on ne peut pas avoir des personnels politiques qui s'éloignent, qui s'écartent du fait de ces évolutions législatives ou réglementaires. Alors, on le voit, Didier Le Chien aussi, il y a un fossé qui se creuse, on est bien obligé de le constater, entre ce qui a été un petit peu mis dans un panier comme les élites, alors on y met le personnel politique, on y met les journalistes, on y met les philosophes, on y met les penseurs, etc. On va ajouter les médecins, les scientifiques. Voilà, j'allais le rajouter par rapport à la crise sanitaire, on ne croit plus en la parole scientifique. Je l'ai posé cette question à divers intervenants ici autour du micro de la matinale. Comment essayer de combler le fossé d'une certaine manière et de faire revenir les gens à la politique, les citoyens à la politique et de croire en la politique. On a l'impression qu'ils s'en sont éloignés. On le voit d'ailleurs dans l'abstention à chaque élection. Oui, mais est-ce que l'abstention n'est pas un acte politique ? La France est un pays politique. Et moi, je ne considère pas que l'abstention, c'est un refus de la politique. L'abstention, c'est aussi une façon de faire de la politique. C'est une façon de dire aux élus, aux hommes politiques, vous ne nous intéressez plus,
ce que vous nous proposez, ça ne nous intéresse pas. Et ça doit bien évidemment interpeller les élus et les responsables politiques dans leur globalité, les responsables politiques que nous sommes, nous aussi, maires, parce que cette montée de l'abstention, nous la voyons aussi aux élections locales, et notamment aux élections municipales. Alors, sans doute que la crise sanitaire, le Covid, explique cette montée de l'abstention, mais il y a d'autres raisons, d'autres explications plus profondes à cela. Donc oui, il faut renouer ce lien, il faut ramener convaincre les électeurs, convaincre les habitants que la démocratie représentative, c'est une richesse, qu'on a besoin de responsables politiques, que l'on a besoin d'élus, à la fois pour incarner, mais aussi pour représenter, pour diriger une collectivité. Mais cette démocratie, elle doit se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que les élus doivent se nourrir. Ce que je disais tout à l'heure entre élus locaux et élus nationaux, c'est vrai aussi entre tous les élus et la population, les gens. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des allers-retours entre les uns et les autres. Et il y a aussi, je dirais, de la part des élus, lorsque l'on dit quelque chose, on le fait. Lorsqu'on dit, il ne faut pas avoir peur de dire non, il ne faut pas avoir peur de dire ce n'est pas possible pour telle et telle raison. On n'est parfois pas compris, on est parfois critiqué, il faut accepter aussi ce prix de la critique, mais la facilité, et on berne les gens lorsque systématiquement on leur dit mais oui, vous allez voir, tout ira mieux demain. Ça, c'est fini. Ils n'y croient plus à ça. Ils le savent. Il faut passer au-delà de la fameuse phrase de Jacques Chirac, en tout cas on lui l'a attribué, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, en tout cas, voilà. Donc il faut passer à une autre façon de faire la politique. Alors on voit aussi les jeunes qui s'emparent de la politique, la jeune génération, c'est très transpartisan, qui a envie un petit peu de bousculer ce monde politique, qui a envie d'y apporter ses codes. Alors, il ne s'agit pas de faire du jeunisme et de dire allez, on met les anciens au placard, mais il y a cette transmission aussi de la politique, cette envie de s'emparer de grands sujets. Alors évidemment l'environnement, la vie en règle générale, et de la jeune génération et des autres. Est-ce que c'est pour vous, Didier Lechien, j'allais presque dire source on pourrait dire source de réconfort pour l'homme politique qui se dit ça y est, c'est fini, il n'y aura plus cette façon de faire de la politique, il n'y aura plus cette envie que les gens auront d'aller vers la politique. Les jeunes vont peut-être changer ça. Alors moi, je me réjouis que des jeunes s'engagent en politique. Et c'est important qu'ils s'engagent en politique. On a devant nous des sujets essentiels. Je dirais peut-être plus encore aujourd'hui que demain. La situation internationale est mouvante, dangereuse. On a des sujets de société. Moi, ce qui me marque dans cette pré-campagne présidentielle, c'est qu'il y a un sujet. C'est pas tant l'environnement, c'est un sujet identitaire. Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui? Quels sont les sujets qui font la France aujourd'hui? Et ce sont des problèmes de civilisation. Sur les migrants, sur l'accueil des migrants, sur les racines chrétiennes de la France, sur la place de l'islam. C'est ça les sujets qui sont dans la pré-campagne aujourd'hui. On a des réponses essentielles à apporter. Et moi, je me réjouis que dans ce contexte difficile, où on sent même une violence dans la société, des crispations. La crise sanitaire explique ces crispations, mais on sent ces crispations. Il est important, il est essentiel que des jeunes s'engagent, parce que c'est la France de demain que l'on fait. Emmanuel Macron là, vient de présenter son visage de la France de 2030. Voilà, donc bien évidemment, l'élection de l'année prochaine, elle engage la France pour les 20 ans qui viennent. Donc c'est important, essentiel, que des jeunes s'engagent en politique. Alors cet engagement et ces grands sujets à traiter, parce que vous avez, Didier Lechien, mis le doigt sur ce sujet qui est qu'est-ce que la France aujourd'hui, quelle est son identité. Ce sont des sujets tout de suite qui sont très clivants quand on parle des migrants, quand on parle de l'identité française. Tout de suite, voilà, on voit un petit peu poindre l'extrême droite. Ça a été longtemps le cas avec Madame Le Pen. Et puis aujourd'hui, Éric Zemmour qui s'invite dans cette pré-campagne, qui n'est pas encore candidat, on le crédite déjà de plus de 17% d'intention de vote. Ça reste un sondage, on va rester prudent évidemment, mais il est là, il réunit d'ailleurs ce matin dans la revue de presse, on cite un article de nos confrères du Télégramme qui nous disent que le Morbihan réunit autour de Monsieur Zemmour, par exemple. Monsieur Zemmour s'invite dans cette campagne. Est-ce que pour vous c'est
c'est bien parce que ça va faire bouger les choses, ça va amener des questionnements, ou est-ce que pour vous c'est quand même plutôt quelque chose d'assez dangereux? Éric Zemmour, les déclarations, l'intérêt qu'il suscite, c'est révélateur justement à la fois de cette angoisse d'un certain nombre de nos concitoyens, de ces interrogations d'un certain nombre de nos concitoyens. Tout simplement parce que beaucoup de nos concitoyens s'interrogent aujourd'hui justement de savoir, mais c'est quoi être français aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que nous sommes français? Comment va évoluer ce pays? Est-ce que la France est encore porteuse d'une ambition? C'est ça, le score d'Éric Zemmour dans les sondages. Je pense que ce ne sera pas celui qu'il fera lors de l'élection présidentielle s'il venait à être candidat. Ce score est révélateur des angoisses de nos concitoyens. C'est comme ça qu'il faut lire. Zemmour pose des questions que se posent nos concitoyens. Donc, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas dire c'est n'importe quoi. Il faut entendre ces interrogations et il faut y répondre. La France d'Éric Zemmour, c'est pas du tout la France. C'est pas la mienne. Moi, c'est pas ce que propose Éric Zemmour, c'est pas ce que je veux pour mon fils. Surtout pas. Mais néanmoins, notre responsabilité d'élu, c'est d'entendre aussi cette angoisse qui parle au travers les interventions, les interrogations d'Éric Zemmour, qu'il fait en plus avec intelligence. C'est un garçon, un homme cultivé, il pose des questions qui sont au cœur du débat aujourd'hui. Il n'est pas venu de nulle part, Éric Zemmour. Voilà, son score, l'importance qu'on lui accorde dans les médias, c'est parce que, justement, une partie de l'opinion publique s'exprime au travers lui. Et ça, il faut l'entendre. Et ça, notre responsabilité à nous, élus, hommes politiques, c'est d'y répondre. Par exemple, alors on a parlé tout à l'heure des migrations, des problèmes identitaires, des problèmes de sécurité. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'on sent quand même qu'il y a aujourd'hui des crispations, qu'il y a des violences, qu'il y a de la violence dans notre société. Et il faut de l'ordre dans nos rues. Bien évidemment, je ne suis pas un fanamili ou d'un mode d'ordre à tout prix, c'est pas du tout l'enjeu, mais il faut de l'ordre. Il faut donner les moyens à nos forces de l'ordre et à la justice, je dirais à la justice de sanctionner les délinquants et à nos forces de l'ordre d'intervenir. C'est une priorité aujourd'hui. Tout à l'heure, juste avant de venir en studio, Didier Le Chien, on évoquait justement ces questions de sécurité. Je vous faisais remarquer que des villes comme Dinan, dont vous êtes maire, je le rappelle pour nos amis auditeurs, subissent aujourd'hui de la violence comme les autres villes bretonnes. Alors il ne s'agit pas de dire que Dinan est un coupe-gorge, et je confirme, c'est pas le cas. Mais voilà, on a cette montée de la violence, de ces trafics de drogue qui souvent se greffent sur une misère sociale, une pauvreté, une précarité. On a l'impression aujourd'hui que les élus ont du mal à faire face à cette violence. Alors je me tourne vers le maire de Dinan que vous êtes. Comment faire face à cette violence? Comment apporter des réponses? Les élus font face à cette violence avec les moyens dont ils disposent. Et ce sont des sujets que, bien évidemment, nous prenons en compte, tout simplement parce que l'insécurité, ça touche d'abord les plus fragiles. Il faut bien en prendre conscience, ça touche d'abord les plus fragiles. Les personnes en situation sociale difficile, les personnes âgées. Donc ce sont elles qui sont les premières victimes de ces phénomènes de violence. Tous les maires, qu'ils soient maires d'une ville ou maires d'une commune plus petite, prennent en compte cette dimension-là et apportent des réponses. Dans une ville, c'est par notamment le biais de la police municipale. Et dans toutes les villes aujourd'hui, il y a des polices municipales dont les effectifs se renforcent. Depuis quelques mois, on a une forte demande, de forte tension au niveau des effectifs de police municipale. Il n'y a jamais eu autant de recrutement en France de policiers municipaux. Il y a besoin de sécurité. Parce qu'il y a un besoin de sécurité. Parce qu'il y a un besoin de sécurité. C'est l'un des effets délétères aussi de la crise sanitaire. La crise sanitaire, je dirais, a aussi
délier le lien social, le sentiment d'appartenance à une collectivité. Et aujourd'hui, un certain nombre de nos concitoyens ne respectent plus la règle de droit qui est le fondement de la vie collective. Et ce qui fait... et contestent même cette règle. Donc ce qui fait que il faut la rappeler aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas y avoir de vie en collectivité si on ne se respecte pas les uns les autres. Donc, les maires prennent en compte, bien évidemment, cette dimension. Et au niveau national, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le dialogue nécessaire entre élus locaux et élus nationaux, la nécessité, comme je le disais, de renforcer, de donner des moyens à la police nationale, à la gendarmerie et à la justice. Il n'y a rien de plus dramatique que lorsque vous avez quelqu'un qui est interpellé, qu'on va devoir relâcher, tout simplement parce qu'il ne va pas, on ne va pas être en situation de le convoquer devant les tribunaux avant 6 mois. Ou parce que on ne va pas pouvoir le garder parce que les prisons sont pleines. Et il faut une réponse pénale. Voilà, pour rappeler que vivre en collectivité, ce sont des droits, ce sont aussi des devoirs. Et je crois qu'il faut rappeler qu'on a des devoirs lorsqu'on vit dans une collectivité, lorsque l'on vit avec d'autres. Alors on a vu, vous parliez tout à l'heure de la France. Alors je passe de la commune au pays. On parlait de Éric Zemmour qui disait voilà, la France aujourd'hui finalement elle n'est plus entendue, on ne l'écoute plus dans le concert des nations. Alors il y a eu cette malheureuse histoire des sous-marins et puis on a eu 2 polémiques avec le Mali, le président de la République qui a menacé de retirer la force Barkhane. On a eu également le président de la République qui a parlé de cette mémoire algérienne, cette fracture toujours présente, toujours vive évidemment dans les 2 pays. On a senti une forme de crispation et on a senti aussi que le président Macron passait à une autre vitesse aujourd'hui en disant voilà, les personnes qui ne sont pas désirées sur le territoire français doivent rentrer chez elles, on doit aussi retravailler les accords internationaux, etc. Est-ce que finalement le président Macron écoute aussi un petit peu les préceptes de M. Zemmour lorsqu'il dit en tout cas qu'il lance quelques pistes? Là vous y allez fort. C'est une petite piste. Ah oui, d'accord. De provocation, vous l'aurez compris. Là, vous y allez. Donc, je ne pense pas que le président de la République va prendre, je dirais, ce leçon chez Éric Zemmour. Pas du tout. Je crois que la parole de la France depuis 2017 est vraiment écoutée et respectée. Emmanuel Macron a vraiment donné à la France aujourd'hui une visibilité dans les relations internationales. Et je crois qu'on ne peut pas le nier. Alors, après, la situation internationale est crispée. On a parlé de la situation nationale, mais la situation internationale est aussi crispée, voire dangereuse. Ce qui s'est passé pour les sous-marins, c'est forcément regrettable, et on ne peut que, bien évidemment, déplorer le comportement des États-Unis, de l'Australie, de la Grande-Bretagne, vis-à-vis d'un allié proche qu'est la France. Et cette affaire n'avait pas été préparée, anticipée. Ce qui se passe au Mali, même chose. La France n'a pas vocation à rester au Mali. Le Mali est un pays souverain, avec les difficultés qu'on lui connaît, mais c'est lui qui a vocation à assurer la sécurité sur son territoire, avec l'aide notamment des autres pays d'Afrique et de l'ONU. Pour ce qui est des relations avec l'Algérie, depuis l'indépendance, les relations avec l'Algérie sont des relations compliquées. Ne le nions pas, ce sont des relations difficiles, compliquées. Et tant que l'Algérie, je dirais, n'aura pas fait, je dirais, aussi un bout du chemin pour analyser objectivement la situation, ce restera une relation très compliquée. Parce qu'il faut aussi que l'Algérie assume son histoire. Certes, la France a une responsabilité, puisque nous avons colonisé ce pays pendant le milieu du 19e siècle jusqu'au début des années 60. Mais l'Algérie doit aussi assumer son histoire, regarder en face son histoire. Et on sait bien que, je dirais que les relations compliquées qu'elle entretient la France, c'est aussi une façon pour le gouvernement algérien de nier, de cacher la réalité, des réalités politiques difficiles au niveau intérieur. Est-ce qu'il y a une crispation du président de la République? Non. Je crois que le président de la République assume les positions qui sont les siennes. Et il y a raison de rappeler que
des personnes migrantes qui, je ne respecte pas la règle de droit en France, ne peuvent pas rester en France. Lorsqu'on vient en France, on en respecte les us et coutumes, comme on dit dans nos campagnes. On en respecte les droits, et on a des droits et on a des devoirs, ce que je disais tout à l'heure, et on en respecte les règles. On en respecte les lois de la République. On respecte les lois de la République. Si on considère qu'on ne peut pas respecter les lois de la République, eh bien, on n'a rien à faire en France. Il nous reste, allez, 2 petites minutes. Didier Le Chien, j'aurais voulu qu'on vous entende aussi sur un sujet qui est peut-être un peu plus proche de la Bretagne. Il y en a deux. Il y a les pêcheurs qui se battent à Jersey contre le gouvernement britannique pour obtenir plus de licences de pêche. Et puis, toujours dans cette jolie baie de Saint-Brieuc, pas très loin de Dinan finalement, il y a le parc éolien qui suscite beaucoup de vagues, si vous me permettez le jeu de mots. Est-ce que là aussi, il va falloir à un moment ou à un autre apaiser les choses, dialoguer, essayer d'obtenir aussi en ce qui concerne en tout cas la pêche? Dialoguer, ça c'est sûr. Alors, je vais commencer par les éoliennes. Le dialogue est indispensable. Le problème des éoliennes aujourd'hui, c'est que ce sont beaucoup de multinationales qui produisent des éoliennes. Et que malheureusement, je dirais que voilà, la France un peu subit des décisions qui sont prises ailleurs. Il faut un mix énergétique. On va vers une crise majeure au niveau énergétique. On a parlé des prix de l'essence tout à l'heure, mais on va vers une crise majeure. La demande d'énergie augmente fortement dans le monde, du fait notamment de la Chine. Donc, on va vers des crises majeures au niveau énergétique. S'il n'y a pas de mix énergétique, ce sera compliqué. L'éolien fait partie des réponses. Maintenant, on connaît les problèmes, c'est la compatibilité de l'éolien avec nos paysages, notamment avec la biodiversité, etc. Donc il faut bien évidemment se parler, dialoguer et s'assurer qu'il n'y a pas de loup dans le placard. Hein. Donc, et sur le sujet des éoliens en baie de Saint-Brieuc, je pense qu'il y a nécessité de remettre le dossier, de remettre ce chantier sur le métier et de reposer bien les choses pour que, avec clarté, avec transparence, pour que tout le monde, je dirais, adhère au projet, ou que l'on arrête en disant ce projet ne répond pas aux objectifs qui sont les nôtres. Pour le Brexit, je suis bien évidemment aux côtés des pêcheurs. La Grande-Bretagne ne respecte pas aujourd'hui l'accord qui a été passé avec l'Union européenne. Voilà, ne respecte pas l'accord avec l'Union européenne. Donc il faut rappeler à la Grande-Bretagne qu'elle a passé un accord et qu'elle doit respecter cet accord qu'elle a passé avec l'Union européenne, notamment sur les quotas de pêche autour des îles anglo-normandes. Et c'est là-dessus que l'on va devoir se quitter, Didier Le Chien, car il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez au micro de la matinale. Je rappelle que vous êtes maire de Dinan, vice-président de Dinan Agglomération, vous êtes en charge du tourisme et du patrimoine, et vous soutenez Édouard Philippe et ce nouveau parti politique. Allez, il nous reste 15 secondes. Il va se présenter à la présidentielle, Édouard Philippe, selon vous ? J'espère qu'il se présentera aux élections présidentielles, peut-être pas en 2022, parce que Édouard Philippe, c'est un homme loyal, et il a dit que si Emmanuel Macron était candidat, il soutiendrait Emmanuel Macron. Voilà, merci beaucoup Didier Le Chien d'être venu jusqu'à nous ce matin au micro de la matinale. Très belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.